Nous sommes en direct sur sudouest.fr avec notre invité Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Sud-Ouest. Alors on vous avait accueilli ici, c'était en mai dernier, il y a quelques mois. fait. Vous étiez encore ministre de l'économie, vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Avant de revenir sur vos propositions, juste un mot, on vous a vu samedi terminer votre meeting Porte de Versailles particulièrement exalté. Est-ce que c'est un nouveau Emmanuel Macron que l'on a découvert samedi soir? Non, je vous rassure, je ne crois pas en tout cas, mais c'est le même tempérament, vous m'avez peut-être moins vu dans ces situations, mais avec la même volonté de convaincre, d'emmener, et quand la salle est là, que la ferveur est là, eh bien, je ne fais pas semblant et je ne compte pas mes efforts. Donc, je vous confirme que j'étais très heureux samedi d'être avec les 15 000 Françaises et Français qui étaient avec nous, et que pendant un peu plus d'une heure et demie, c'est en effet un discours convaincu, j'espère convaincant, que j'ai voulu tenir, et avec aussi beaucoup d'émotion. Donc je ne fais pas semblant et je ne triche pas avec celles et ceux qui me suivent. Bon, très bien. On va revenir sur vos propositions, Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on commence par la santé. C'est un sujet dont vous avez parlé justement samedi, qui fait beaucoup débat en ce moment. Est-ce que alors, vous vous êtes engagé à ce qu'aucun soin utile ne soit déremboursé, Oui. ou vous fixez le curseur peut-être au niveau du rhume? Ça, c'est le problème de ceux qui cherchent à distinguer le gros rhume du petit rhume. Exactement, du côté Et de chez donc, François Fillon. je notamment. les laisse s'enliser dans ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, quel est le défi de notre système de santé? Il faut dire ce qui est depuis plusieurs années. Nous arrivons à répondre à nos objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie. Ils sont réalisés, ce qui est une nouveauté depuis le début des années 2010. Bon. Maintenant, on a deux défis. Le premier, le plus important pour notre population, c'est d'améliorer le système de prévention. C'est ça qui, à terme, nous permettra de faire des vraies économies sans réduire la prestation de santé pour tous. C'est-à-dire ne pas attendre que le cas s'aggrave. Exactement. Pour le Et dire donc, clairement. la France a un bon système de soins. Quand on regarde les maladies traitées à l'hôpital, chez les médecins libéraux, elle a un mauvais système de santé. Et en particulier, tout ce qu'on peut prévenir, la France le traite moins bien. C'est toute la lutte qui doit être conduite, et certains le font d'ailleurs, contre la pollution, pour une meilleure alimentation, pour prévenir justement certaines maladies dès le début en allant plus régulièrement chez le dentiste, chez l'ophtalmologiste, etc. Mais tout ça, est-ce que etc. ça sera encore pris en compte avec vous? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit samedi, et je le redis ici, que je ne dérembourserai aucun soin utile. Parce qu'à la fois, c'est inefficace et injuste. C'est inefficace parce que le projet que poursuit François Fillon, c'est un projet de déremboursement. Alors, je n'ai pas compris comment il revenait en arrière, puisqu'il veut faire beaucoup d'économies, mais maintenant, Il plus ne veut les pas mêmes. privatiser l'assurance maladie, c'est ce Mais qu'il sans dit. le privatiser, il peut dérembourser. Je crois que c'est ce qu'il poursuit. C'est à lui de le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est inefficace parce qu'il conduira des femmes et des hommes à moins bien se soigner, et donc à moins bien prévenir, et du coup à aggraver la situation. Et ensuite, c'est injuste parce que quand on dérembourse, sans pour autant tout privatiser, il ne s'agit pas de caricaturer, mais quand on dit je vais massivement faire passer des soins du panier de soins de la sécurité sociale, soit au déremboursement total, soit au mutuel, cela a un coût. Vous payez votre mutuelle. Et donc, qui est la première victime d'une telle mesure? Pas les classes les plus populaires, parce qu'on a créé la couverture maladie universelle CMU. et la couverture maladie universelle complémentaire. Donc on revient sur les classes Non, moyennes, mais classes donc populaires. ça, c'est le premier. Ceux qui ont les moyens, Mm. ils ne renonceront pas aux soins. Par contre, les classes moyennes, eh bien, ce sera, je fais référence aux chiffres de la Fédération nationale de la mutualité française, pour un couple avec 2 enfants, c'est 1 200 € par an, en plus, de mutuelle, les soins qu'ils souhaitent dérembourser. C'est un SMIC par an. Pour une personne âgée, c'est autour de 1 000 €. Parce que, évidemment, c'est plus cher pour elle de se Donc qu'est-ce que couvrir. vous leur dites, vous, concrètement? Je leur dis très concrètement, vous n'aurez aucun déremboursement avec moi sur ce type-là. Je demande, on pourrait y revenir, des efforts à certains, je les On va y assume, venir, oui. je les dis de manière transparente, ils sont beaucoup plus faibles, ils sont clairs et transparents, mais je pense que c'est une erreur pour notre système de santé, pour notre bien-être collectif, de vouloir faire des économies en déremboursant des soins. Un Erreur dernier- fondamentale en termes d'efficacité et de justice. Bon. Un dernier Après, point. l'autre Allez-y. point, et j'y reviendrai plus longuement dans les semaines à venir, l'autre défi, c'est la réforme de l'hôpital. Parce que l'hôpital français, aujourd'hui, est en crise. C'est très difficile pour les personnels soignants, parce qu'il y a une vraie transformation de notre organisation de santé, on le sait bien. Des déserts médicaux se sont créés. Les professionnels de santé en libéral ont une organisation qui est différente d'il y a 20 ans. Et vous avez un hôpital qui aujourd'hui est thrombosé par des urgences massives, par ses obligations de C'est aussi un formation manque de moyens des professionnels qui de sont santé.
toujours là, et un manque de moyens aujourd'hui, une organisation depuis une quinzaine d'années qui pèse de plus en plus sur l'hôpital. C'est l'un des défis pour les 5 prochaines années en matière de santé. Je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire. Un de vos concurrents, François Fillon, donc, veut abandonner le tiers payant. Je rappelle que le tiers payant permet aux patients de ne pas faire d'avance de frais de soins dans leur parcours santé. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous le gardez, vous le supprimez, le tiers payant généralisé? C'est une des mesures phares du quinquennat de François Je reviendrai dans les prochaines semaines sur toutes ces mesures en détail. J'insiste simplement sur un point ici, c'est que le tiers payant, c'est simplement une question de liquidation. Il n'y a pas de question de remboursement ou de déremboursement avec le tiers payant. C'est-à-dire que c'est juste une modalité de paiement. C'est quand même important, ça évite de faire des avances de frais. Ça évite de faire des avances de frais pour certains, donc c'est important. Je ferai une conférence spécifique sur la santé dans les 15 premiers jours de janvier. Vous le gardez, vous le maintenez. Et c'est à ce moment-là, vous le supprimez. Et c'est à ce moment-là que je dirai ce que je fais sur le tiers payant, comme sur les 2-3 autres points. C'est important parce du que quinquennat dernier. Vous avez totalement raison. C'est une mesure phare du quinquennat auquel vous avez appartenu. Vous avez totalement raison. Ce n'est Donc pas une mesure que j'ai portée, mais c'est une mesure phare des derniers mois. On peut en supposer que vous allez le garder alors. Mais ne supposez rien, attendez que je vous le dise. Bon, très bien. On va revenir sur une autre proposition, c'est celle du salaire. Alors vous vous présentez aujourd'hui comme le candidat du travail. Alors vous n'êtes pas allé jusqu'à reprendre le travailleur-travailleuse. Mais je vous vois s'ouvrir. Simplement, vous voulez supprimer les cotisations sociales que payent les salariés, tous les salariés sur la maladie et le chômage. Est-ce que ça peut vraiment voir le jour? On a vu que depuis que vous avez fait cette proposition, certains ont regardé, travaillé, ça pourrait être inconstitutionnel. On ne pourrait pas le faire finalement. Non, parce je fais un lien avec la CSG, vous allez en parler. Non, c'est faux, puisqu'on l'a fait pour la maladie. Ce que je propose, c'est d'aller au bout de la logique qui a été suivie depuis le début des années 90 avec la maladie, ce qui a conduit à créer la CSG, puis à progressivement transférer le financement de la maladie sur l'impôt. Et je propose de le faire pour le chômage. Si je ne changeais pas l'organisation du chômage, ça pourrait emporter des difficultés. Là, je propose une vraie refonte. Quelle est-elle? D'abord, ce que je dis, c'est pour ça que je veux être le candidat de la justice sociale et donc le candidat du travail. Et je veux que le travail paye mieux. Je propose des mesures pour libérer le travail du côté employeur et pour inciter davantage les Françaises et les Français à aller au travail ou à être mieux payés de leur travail, quel qu'en soit d'ailleurs le niveau de salaire et quel que soit le statut, puisque cette mesure touche les salariés, les indépendants, les fonctionnaires. Et donc pour tout le monde, le salaire net sera augmenté et se rapprochera du brut, puisqu'on va supprimer les cotisations qui sont payées sur la maladie, il en reste un tout petit peu, et l'ensemble des cotisations qui sont payées pour l'UNEDIC qui est financé le chômage. C'est constitutionnel. Donc c'est faisable. C'est faisable, très clairement. Ça permet d'améliorer le salaire net et donc de rendre plus attractif le travail, ce qui fait que vous êtes aujourd'hui dans une situation X ou Y, vous commencez un travail, eh bien, vous gagnez encore davantage qu'aujourd'hui. C'est une vingtaine d'euros de pouvoir d'achat par mois en plus pour un smicard, par exemple, enfin un Français ou une Française qui est au SMIC, qui est permise à travers cette augmentation du salaire net. Bon. Et c'est une augmentation du salaire net qui n'est pas payée par l'employeur, puisque c'est une réduction de charges. Et c'est très important parce que quand vous avez beaucoup de candidats qui promettent, eux, d'augmenter le SMIC pour tout le monde, cette modification du salaire net, moi, elle touche tous les niveaux de salaire. Y compris donc les fameuses classes moyennes populaires. Y compris les classes moyennes, et elle profite surtout aux classes moyennes. Et elle ne se fait pas aux dépens de l'employeur. Parce que quand vous proposez d'augmenter le SMIC, ça vient peser sur les charges de l'entreprise et donc sa capacité à concurrencer une entreprise étrangère ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes coûts du travail. Là, je fais en réduisant la part qui est prélevée par l'État. Comment je finance cette mesure? Et c'est très important de le dire, on ne fait pas d'habitude dans une campagne électorale, c'est là aussi où je veux changer les choses. Je dis comment je finance. Pourquoi? Il n'y a pas de finance magique. C'est toujours à la fin quelqu'un qui paye. Et donc, quand on avait promis de défiscaliser les heures supplémentaires, on n'avait pas expliqué comment on payait. Et donc, à la fin des fins, vous avez compris comment on était payé. On était payé par augmentation d'impôts qu'on a subi en 2011. Quand on propose de réformer... au début du quinquennat aussi. Il ne vous a pas échappé que la réforme des heures supplémentaires était une réforme prise par Nicolas Sarkozy qui avait été supprimée au début du quinquennat suivant. Donc, je parlais du financement par Nicolas Sarkozy. Quand on dit je vais faire des économies et qu'on ne dit pas les détails, on finit par les découvrir, c'est sur l'assurance maladie. Quand certains disent moi je vais créer un super revenu universel mais n'expliquent pas comment ils vont mettre 30 milliards sur la table, c'est un problème. Parce qu'à la fin, ce sont toujours les Françaises et les Français qui payent. Donc moi, je finance cette baisse des cotisations, cette suppression des cotisations, par une augmentation de la CSG, la contribution sociale généralisée, d'1,7 point.
Oui, sur 2 catégories, vous l'avez dit. Non, pour être au contraire. La CSG, elle est payée par qui? C'est un peu technique, mais je préfère être clair. Elle est payée par l'ensemble des revenus, c'est-à-dire les revenus du travail, les revenus du capital, les chômeurs et les retraités. Et donc, cette CSG, elle augmente d'1,7 point. Ce n'est pas énorme, parce que comme l'assiette est beaucoup plus large, ça rapporte plus. Mais je protège 2 catégories. Les chômeurs, évidemment, je ne vais pas les taxer plus, donc ils sont protégés de cette augmentation. Et les 40% des retraités les plus modestes sont protégés de cette augmentation. Je suis même allé plus loin samedi dernier en annonçant ce programme, ce début de programme, en disant « je m'engage à protéger le pouvoir d'achat des retraités modestes pendant tout le quinquennat ». Pourquoi ? Parce que les 2 quinquennats précédents… Vous faites un distinguo entre les retraités les plus aisés, les plus… Bien sûr. Vous fixez le ratio quelque part, vous savez… Les 40% des retraités les plus modestes seront protégés dans leur pouvoir d'achat. C'est fondamental parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de petits retraités qui ont été prélevés durant les 10 dernières années et qui ont contribué à l'effort national, alors même que leur retraite leur permet à peine de vivre. Si on vous suit bien, cette moitié de retraités les plus aisés plus les revenus, les détenteurs, les revenus du capital peuvent assurer la baisse des cotisations et faire l'équation. Les travailleurs et travailleuses dont vous parliez auront une augmentation de leur CSG, mais elle sera plus faible que la baisse des cotisations. Ce qui fait qu'avec cette proposition, tous les travailleurs de France auront un gain de pouvoir d'achat. Un couple qui travaille au SMIC, il aura une augmentation de pouvoir d'achat, la baisse compensée par la petite hausse de CSG, de 500 € par an. Tous. Par contre, qui aura une contribution nette? Les retraités les plus aisés et les revenus du capital. Pourquoi je fais ça? Parce que ces retraités les plus aisés, je sais bien, j'entends et je comprends que certains peuvent râler, mais je leur dis, moi je ne vous mens pas, je ne fais pas la chose derrière vous, je ne la ferai pas le jour d'après, je ne vous augmenterai pas l'impôt sur le revenu durant tout le quinquennat. Si je peux d'ailleurs, dès que j'aurai des marges de manœuvre, je le baisserai. 2, je vous demande un effort pour vos enfants et vos petits-enfants. Voilà, il n'y a pas de finance magique. Ceux qui vous promettent des chocs fiscaux en début de quinquennat en disant « moi je vais baisser massivement qui l'ISF, qui l'impôt sur le revenu, qui ceci, cela », sans vous expliquer comment ils feront, si ce n'est en augmentant le déficit, ils font le choix inverse. Ils proposent que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants qui payent nos cadeaux. Moi je dis stop, nos enfants et nos petits-enfants, ils ont déjà une dette de 100% de notre PIB. C'est fini. Donc je vous demande un petit effort. Emmanuel Macron, est-ce que vous avez fait cette proposition à François Hollande quand vous étiez ministre de l'économie? Non, parce que quand vous êtes ministre de l'économie, vous savez, vous n'avez pas les impôts. Je n'ai jamais été ministre des Finances. Alors, je vais le dire autrement, quand vous étiez secrétaire général adjoint… Alors, quand j'étais secrétaire général adjoint de l'Élysée, et que même… économiques, est-ce que vous avez fait cette proposition-là? Parce que quand on vous écoute, c'est assez limpide, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait avant? Eh bien, quand j'étais même avant cela, dans la campagne et que j'avais préparé un programme économique, il y a beaucoup de choses que vous retrouvez aujourd'hui dans mon programme que j'ai pu proposer. Et qui n'ont pas été retenues. Voilà. Donc si vous êtes sur on va rester juste, je fais une parenthèse, sur 2012, la campagne, le discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui ont cru François Hollande? Vous avez été un des inspirateurs de cette campagne. Oui, je dois… C'est juste une parenthèse, vous leur dites quoi? Je vais être parfaitement honnête avec vous. Je ne suis pas l'inspirateur de la formule « mon ennemi c'est la finance ». Je sais. Donc, je ne peux pas vous étiez dans l'équipe, je ne peux pas leur dire grand-chose. Je n'étais pas, là aussi il faut être très explicite, je n'étais pas dans l'équipe de campagne, j'ai été un compagnon de route pendant 2 ans d'ailleurs au moment où il était le plus bas dans les sondages de François Hollande, donc tous ceux qui font des leçons, bien souvent c'est pas la peine. Moi je sais ce que c'est que d'accompagner quelqu'un au début. Et de le quitter en cours de route aussi. Oui, mais sur des vrais désaccords. J'ai accompagné François Hollande, je l'ai conseillé, il y a des choses qu'il a prises et qu'il n'a pas prises. Je n'étais pas dans l'équipe finale de campagne parce que j'avais un métier, j'étais au travail pendant qu'il y avait la campagne, donc je n'étais pas là au meeting d'ailleurs, parce que j'étais à mon travail. J'ai accepté de quitter mon travail, où je gagnais bien ma vie, on me l'a parfois reproché, mais chiche, que d'aucuns qui parfois me le reprochent, se débrouillent pour avoir un travail, bien souvent ils n'en ont jamais eu dans la vraie vie. Hein. Petite allusion à la caste politique peut-être. Vous êtes un multirécidiviste sur ce sujet. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Et d'autre part, face de tels choix, j'ai fait ce choix, j'ai conseillé pendant 2 ans. Si j'avais été content de tout, je ne serais pas parti. Je suis parti à l'été 2014, parce qu'il y a des choses que j'ai portées qui avaient été suivies, d'autres non. Et je suis parti, je n'ai pas été récompensé avec une mairie, avec un poste politique, avec la responsabilité d'une grande banque. Tous ceux qui ont été à ces fonctions, généralement, sont repartis récompensés avec des nominations formidables. Je suis reparti avec ma valise, je n'ai pas de chapeau, mais j'aurais pu prendre mon chapeau et mon manteau, et je suis reparti pour enseigner et créer mon entreprise. J'ai ensuite été rappelé. Tout ce que j'ai fait comme ministre, là, j'en suis responsable politiquement. Donc, je n'ai pas à rougir de cette période. Je l'ai fait en responsabilité et en liberté. Simplement, reconnaissez-moi une chose. Depuis que je suis un responsable politique, c'est-à-dire depuis août 2014,
J'ai toujours dit la même chose, toujours mené les mêmes combats. Vous ne m'avez pas entendu sur certains sujets, donc ce sont des combats nouveaux. Par contre, sur les combats que j'ai conduits, j'ai toujours tenu le même discours. Sur les 35 heures, le premier jour où j'ai été nommé, j'ai tenu une interview sur les 35 heures, j'ai toujours tenu le même discours. Je ne suis pas comme certains devant le MEDEF, qui ont vous été... laissé entendre que ce n'était pas une bonne idée, les 35 mais heures. je continue. Et samedi, à Porte de Versailles, vous avez dit que vous fixeriez la durée légale du travail à 35 non, heures. Non, ne déformez ni l'un ni l'autre. J'ai dit depuis le début, je n'ai pas attendu d'aller devant le MEDEF. Le MEDEF, vous savez, j'ai fait surtout un discours... La gauche a pu expliquer à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était de fausses idées. Mais je continue. C'est pour ça que je suis contre le passage à 32 heures par la loi. Qu'est-ce que j'ai dit? Référez-vous au point du 30 août 2014 ou des premiers jours de septembre 2014. Interview qui sort le jour où je suis nommé ministre. Je dis la même chose ensuite au MEDEF à l'été 2015 et j'ai redit la même chose samedi, avec constance. Contrairement à beaucoup de responsables politiques qui parfois ont été Premier ministre pendant 5 ans, voire même antérieurement ministre des Affaires sociales et qui ne les ont jamais touchés et qui maintenant vont vous expliquer qu'ils vont mettre donc la durée légale à 48 heures. Emmanuel Valls, bien sûr. Clairement. Enfin, je veux dire, quand j'entends François Fillon qui explique qu'il va mettre la durée légale à 48 heures et qu'il va faire des réformes formidables, il a été Premier ministre 5 ans de notre pays et il a été en charge des affaires sociales pendant plusieurs années. Moi, j'ai toujours tenu le même discours. Donc, sur les 35 heures, durée légale, vous la maintenez à 35 heures? Je ne change pas la loi parce que j'ai dit, l'erreur faite avec les 35 heures, c'est d'avoir voulu changer partout dans le pays, pour toutes les situations, la durée légale du travail et donc de l'avoir fait par la loi. Donc, de la même façon, c'était un de mes désaccords avec Alain Juppé, je pense que la passer à 39 heures ou à 40 heures ou autre est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est faciliter, généraliser la possibilité de déroger à la loi par un accord de branche ou d'entreprise. Et donc ce que je propose, c'est de ne pas toucher à la durée légale, et je n'ai d'ailleurs jamais proposé de la modifier dans quelque intervention publique que j'ai pu tenir, parce que la bonne solution, c'est de permettre, dans les secteurs où cela a du sens, dans les entreprises où c'est pertinent, par le dialogue social, et donc avec les représentants des salariés, de négocier un accord majoritaire qui permette d'y déroger. Aujourd'hui, c'est très contraignant. Des améliorations ont été faites par la loi travail. Je propose d'aller beaucoup plus loin et de le faire sur tous les sujets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'aller, par exemple, dire je vais par la loi doubler le seuil de déclenchement de la création du comité d'entreprise ou du CHSCT. Des syndicats. Donc 50 salariés, 100, on connaît ces seuils qui sont très importants pour beaucoup d'employeurs. Moi, je vous dis, dans la banque, par exemple, les salariés tiennent beaucoup à ces seuils. Les syndicats de salariés y tiennent. Ça ne pose pas de problème aux employeurs parce que vous avez des gros employeurs qui savent gérer cette complexité. J'ai jamais vu une banque qui s'arrêtait à 49 salariés. Donc on ne va pas supprimer le seuil pour le secteur bancaire, ça n'a pas de sens. Vous prenez le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Vous avez énormément d'hôtels, de cafés, de restaurants qui réussissent bien, qui s'arrêtent à 49. Parce qu'eux, ils disent c'est trop compliqué. Si j'ai un comité d'entreprise, je n'y vais pas. Les salariés, quand vous les interrogez d'ailleurs, ceux qui sont représentatifs de la branche, vous disent nous, c'est pas ce qu'on attend le plus. On préfère être mieux payé. Mieux négocier justement le traitement des heures supplémentaires. C'était un des secteurs qui bénéficiait beaucoup de la défiscalisation. Et donc, sur ce secteur-là, ce que je propose, c'est que par la négociation, ils puissent aménager les choses et trouver un accord qui sera intelligent pour leur secteur et qui ne l'est pas pour la banque. Les heures supplémentaires, certains, comme Manuel Valls, veulent les refiscaliser. Alors ça avait été supprimé au début du quinquennat de François Hollande. Ils doivent vouloir les défiscaliser, à mon avis. Qu'est-ce que vous dites quoi sur les heures supplémentaires? Mais je pense que c'est une mesure qui a été très impopulaire. Je ne vais pas me désolidariser, c'est trop facile. J'ai à l'époque dit ce que j'en pensais acquis de droit. Et je pense que ça a beaucoup atteint le pouvoir d'achat des Français qui sont au travail et qui sont modestes ou de classe moyenne dans certains secteurs comme l'hôtellerie, le bâtiment, etc. Donc la philosophie de cette mesure, j'y suis favorable. Tant que je n'aurai pas des éléments techniques qui me permettent de manière intelligente de la financer, je ne me prononcerai pas dessus. Parce que, vous savez, c'est facile en campagne de dire je vais les défiscaliser à nouveau. L'idée, c'était que ça crée des emplois. Oui, ça crée des emplois. Ça coûte plusieurs milliards d'euros. Donc, soit vous continuez à augmenter le déficit public, ce que je ne souhaite pas, au contraire, je souhaite baisser la dépense publique, soit vous savez dire comment vous le financez. Pour l'instant, vous n'avez pas la solution. Non. Donc, mais vous comptez l'avoir, j'imagine. Mais je ne fais pas de fausses promesses. Mais je dis juste que, de manière générale, il ne faut pas faire de fausses promesses. Les chocs fiscaux de début de quinquennat, à la baisse, on les a vécus, c'est 2007-2008. Ça finit en choc fiscal à la hausse en fin de quinquennat, c'était 2011-2012. Donc moi, je ne ferai pas de choc fiscal à la baisse en début de période. Je ferai des mesures que je sais financer,
et je baisserai d'abord la dépense publique avant d'aller promettre de baisser les impôts. Justement, Emmanuel Macron, vous parlez du début de quinquennat. Tous les candidats rêvent des fameux 100 jours, de tout faire très vite, de renverser la table d'entrée de jeu. Ce sera votre manière de procéder ? Non, je pense qu'il y a quelques mesures importantes et structurantes qu'il faut prendre dès le début. Est-ce qu'on peut imaginer un référendum, par exemple? Certains veulent faire un référendum couplé au législatif pour faire passer des mesures. C'est quelque chose le référendum, il est en avril-mai. Quiconque considère qu'il est élu légitimement est élu pour décider. Il faudra un référendum si on n'est pas clair sur ce qu'on veut faire. Donc moi je compte expliquer très clairement, comme on est en train de commencer à le faire, les choses. Surtout je veux l'inscrire dans un projet. Quel est mon projet? Faire rentrer la France dans le 21e siècle, la faire réussir, non pas pour régler les problèmes d'hier, non pas pour... On y est déjà dans le 21e siècle. Oui, mais les politiques, bien souvent, n'y sont pas rentrés et notre propre débat non plus. Je veux dire, la France dans le 21e siècle n'a pas besoin d'avoir les mesures de la Grande-Bretagne des années 80 ou de retrouver la société française des années 60. Et donc, rentrer dans le 21e siècle, ça veut dire une vraie politique en faveur de l'innovation, de la flexibilité sociale, des protections individuelles repensées. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure pour le travail. Ce que je propose, c'est une vraie révolution du chômage et donc du rapport au travail et une vraie révolution de la formation continue et du projet éducatif pour former tout au long de la vie en fonction justement des restructurations. Donc des sécurités individuelles repensées et une France qui réussit dans l'Europe. Bon, ça c'est mon projet, c'est ma vision. Je crois que les mesures les plus difficiles, celles qui mettent du temps à avoir un effet, il faut les prendre au début. Ce que j'ai dit sur le droit du travail, et donc ce renvoi à la négociation dans l'entreprise et la branche. Les réformes que je souhaite porter sur l'éducation et sur la formation professionnelle sont à prendre en début de mandature. Mais je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent qu'on ne gouverne que 100 jours. Je pense que c'est une profonde erreur. Parce qu'à ce moment-là, on intègre sa propre faiblesse. On serait le seul pays qui a quasiment 2 ans de campagne électorale pour gouverner 100 jours. 3 mois, quoi. Donc, pardon de vous le dire, quand on est élu président de la République, on a vocation à présider 5 ans. Et donc, je m'attacherai à prendre évidemment les mesures les plus complexes et les plus difficiles au début, mais j'entends bien présider 5 ans. Emmanuel Macron, le temps tourne. 3 petites questions un peu plus politiques pour terminer. Manuel Valls, qui est un de vos concurrents, ou qui pourrait être un de vos concurrents, vous ne participez pas à la primaire de la gauche, ne revenons pas là-dessus, vous l'avez dit plusieurs fois. Simplement, lui aussi, il doit défendre le bilan de ce quinquennat. Vous avez été ministre. Est-ce que c'est aussi votre bilan ? Je veux dire, l'échec sur le chômage, par exemple, vous êtes aussi comptable de ce résultat-là sur le chômage ou pas ? Vous savez, sur le chômage, tous les responsables politiques... Parce que c'est le reproche qu'on va vous faire. On dit qu'il a été ministre de l'économie. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas réglé cette question ? Mais vous n'étiez pas ministre du Travail ni Premier ministre. Je vous le confirme, ni ministre des Finances, ni ministre du Travail, ni Premier ministre. Donc, mais tous les responsables politiques ont leur part de responsabilité depuis 35 ans. Parce que la France, c'est depuis 35 ans qu'elle n'a pas réussi à régler le problème du chômage de masse. Mais vous m'accorderez que j'ai eu moins les manettes que beaucoup d'autres, quoique ayant un discours peut-être plus cohérent et plus clair depuis le début que beaucoup d'autres. Un dernier mot, Emmanuel Macron. On a entendu Ségolène Royal laisser entendre qu'elle pourrait vous soutenir pendant cette campagne présidentielle. C'était un sous-entendu. Est-ce que vous l'appelez, vous, aujourd'hui ? Est-ce qu'elle soit plus précise et qu'elle vous rejoigne, franchement, qu'elle franchisse le pas ? Non, j'ai beaucoup de respect pour Ségolène Royal, pour l'action qu'elle conduit au gouvernement et puis pour l'action qu'elle a pu conduire en tant que responsable politique durant justement ces différents mandats. Mais je considère que c'est à elle de prendre ses responsabilités et de faire le choix qui est le sien en conscience. L'approche qui est la mienne depuis le début, c'est une approche de clarté et de cohérence politique. Nous avons créé En Marche pour que tous les progressistes de gauche, du centre, de l'écologie, de la droite se retrouvent. Là où aujourd'hui, dans la vie politique française, il existe un mur de Berlin, en quelque sorte, qui les empêche de travailler ensemble. Nous le faisons de manière cohérente, en étant clairs sur nos valeurs, nos objectifs. Et tous les responsables politiques, je suis accompagné aujourd'hui par Arnaud Leroy, qui est député depuis le début à nos côtés. Qui soutenait Arnaud Montebourg il y a quelques années. Oui, mais il a fait son choix, il n'a pas fait un choix d'appareil. Il l'a fait en cohérence parce qu'il se retrouve dans cette vision et il est actif dans le mouvement et porte cette vision. Donc, que toutes celles et ceux qui s'y retrouvent la rejoignent, et je m'en félicite, parce que nous serons d'autant plus forts que des Françaises et Français, quelle que soit leur responsabilité, rejoignent ce mouvement qui a dépassé aujourd'hui les 120 000 adhérents. Donc simplement, je le fais en respect profond. C'est pas à moi d'appeler Ségolène Royal, de l'inciter, de la pousser. C'est à moi de souhaiter... En tout cas, vous l'accueillerez. Si elle vient, vous l'accueillerez. Mais enfin, écoutez, j'ai suffisamment de gens qui me conchient ou s'opposent ou critiquent pour me réjouir quand des responsables politiques considèrent que c'est une offre politique utile dans laquelle ils se retrouvent. Maintenant, nous construisons quelque chose qui est à inventer,
qui est à poursuivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec beaucoup de détermination, avec une grande cohérence. Vous l'avez compris, il y a une vision. Cette vision, elle est établie, je l'ai expliqué durant tout l'été et l'automne. Elle s'appuie sur ce constat qui a été la Grande Marche. Elle a abouti à un projet qui est dans le livre Révolution, qui explique justement cette vision et sa cohérence, parce que j'y tiens beaucoup. Et maintenant, nous commençons à décliner des grandes transformations, un programme, et j'ai commencé à le faire samedi dernier. Je continuerai cela jusque fin février, et je le ferai avec la même discipline, c'est-à-dire rigueur, professionnalisme et cohérence. Quand je dis quelque chose, ce n'est pas pour revenir dessus 2 mois plus tard, c'est simplement parce qu'on a travaillé, que ça répond aux préoccupations de nos concitoyens, et que c'est le fruit d'un travail collectif. Un dernier mot, Emmanuel Macron, vous avez parlé de progressiste, c'est l'un de vos maîtres mots. Et Emmanuel Valls, lors de sa déclaration de candidature, l'a aussi utilisé, on l'a vu revenir, ça vous a fait sourire, ça vous a agacé? Non, pas du tout, je me félicite que tous les ralliements utiles puissent se faire. Très bien, mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions. Cette interview est désormais terminée. Je rappelle que vous allez dédicacer un livre chez Mola en fin d'après-midi. Voilà, merci d'être venu. À très vite pour un nouveau direct.